Le ministre Ngongo, l'autre jour au Palais des Sports, il nous confirme que le président de la République sera candidat et que les jeunes ont pris l'engagement de payer sa caution. Ce n'est pas lui qui confirme, c'est le président de l'OJ national de l'OJ. Je dis, monsieur, j'ai écouté, c'est l'une des rares fois, c'était l'une des rares fois que je suivais un apparatique du RDPC, parce qu'à un moment donné, ça donne un peu... qui annonce. Non, je dis bien, le ministre Ngongo a dit aux jeunes que Paul Biya est leur candidat en 2025 et que les jeunes ont pris l'engagement de payer sa caution. Alors ça pose un problème entre le discours de M. Grégoire Owona, le discours de M. René Sadi qui estime que le président ne s'est pas encore prononcé, et le discours de Manaou Damalachi et le discours de Ngongo qui disent que le président de la République est candidat. Ça pose problème. Finalement, qui a la vérité? Qui dit la vérité entre les différentes tendances? Ce qui trahit donc en fait aujourd'hui cette dissension assez flagrante entre les fils et les héritiers du renouveau. Est-ce pour cela que le ministre Ngongo a donc décidé de lancer rapidement l'offensive et de prendre le dessus sur ceux qui pensent que Paul Biya doit encore attendre? C'est une interrogation à prendre au sérieux. Alors, oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous, à partir du Sud, sommes souvent nous brillons par une certaine légèreté lorsqu'il faut parler des problèmes des populations du Grand Nord et de l'extrême Nord en particulier. Beaucoup n'ont même pas encore mis pied à Bertoua ou à Ngaoundéré, mais ils construisent des discours totalement apolitiques ou des discours totalement définitifs sur cette région. Ce que nous on observe, excusez, ce que nous on observe depuis qu'on fréquente cette région depuis 2018 de manière assidue dans le cadre de la recherche ou dans le cadre des missions citoyennes, il faut dire qu'il y a une adversité qui se lie dans les regards, il y a une certaine hostilité. Si on revient aux derniers événements, on a d'abord eu la question des éléphants de Kalfou. Les éléphants, qu'est-ce que ça pose comme problème? Parce qu'il faut que nous du Sud le sachions. Les éléphants bloquent la route. Ça veut dire des colonies d'éléphants, 100, 200 éléphants bloquent la route. Vous ne pouvez pas attaquer les éléphants. Forcément, c'est terminé. Vous attendez que ces éléphants se lèvent le moment venu et partent. Entre-temps, l'axe est bloqué. Et à Yaoundé, on dort tranquillement. Les éléphants viennent détruire les maisons, les cases avec des pailles, avec leurs longs tuyaux. Ils enlèvent les toitures et détruisent des habitats. Dieu seul sait ce que ça coûte pour refaire ces habitats, pour ces populations qui sont dans la misère. Troisième gaffe causée par des éléphants. Les éléphants viennent consommer toutes vos réserves. Ça veut dire que ce soit l'humile, que ce soit... Les éléphants finissent de tout saccager. Or, on sait que de ce côté-là, on stocke pour toute une année en attendant la prochaine saison. Ce que ça peut causer. Ce problème n'est pas résolu. Comme le notait Edmond Kamgia, on préfère préserver les éléphants, les animaux, en lieu et place des humains. Ça signifie qu'on n'arrive pas à comprendre ces humains. Maintenant, le problème des Yaguas. Parce qu'il y a eu le problème de Kalfou. Le problème de Kalfou, on peut l'associer alors au problème de Guidigis, qui est donc lié à cette canalisation des déplacements des éléphants. Allons à Yagua. À Yagua, vous avez une partie de la localité qui vit sous le poids de la non-matérialisation de la digue, la non-construction de la digue. Ça veut dire que des populations de plusieurs quartiers qui se lèvent un matin comme ça, ils sont obligés de commander les pirogues pour pouvoir se déplacer. On part pour arranger le pont, on fait quelque chose avec les planches et on présente ça à la télévision, on dit qu'on a résolu le problème. Au lieu de résoudre le problème de la digue, on préfère porter l'argent liquide pour aller donner 120 000 francs et après négociation, on monte à 200 000 francs. Et lorsqu'on part même pour aller négocier avec les employés de la CEMRI, le directeur de la CEMRI, qui est par ailleurs président d'une section du RDPC, fait venir plutôt les militants en lieu et place des employés et montre à Ngongo, il dit à Ngongo que voilà des employés qui vous ont accueilli en applaudissant. Pourtant, ce sont plutôt les militants du RDPC qu'on a mobilisés sur place. Maintenant, pour aller à Kousseri,
à Kousseri. Nous, on est passé par Bongo, donc au Tchad, pour venir prendre l'embrassement du pont Guili et arriver à Kousseri. Ça veut dire pour circuler dans notre pays, entre deux points d'une même région, on sort d'abord de notre pays pour aller dans un autre et revenir dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on fuit les 6 heures, les plus de 6 heures de route Yagua-Maroua et les plus de 12 heures de route Maroua-Kousseri. Et maintenant, quand le ministre Ngongo arrive, il ne prévoit pas une discussion avec des forces vives qui étaient là depuis 8 heures du matin, en train de l'attendre, comme on le faisait souvent à l'école primaire. Au défilé, on attendait le sous-préfet plus de 4 heures. Ça veut dire que vous faites attendre des élus, des élites, des gens qui représentent leur communauté. Vous leur faites, cela pendant plusieurs heures et vous espérez quoi à la fin? Et à la fin, le ministre Ngongo arrive, il part visiter le pont Guili. Je ne sais pas quel était l'enjeu en fait de cette visite. Parce que moi je suis passé, nous sommes passés à plusieurs reprises, on a été invités par la communauté camerounaise du Tchad. Nous sommes, donc ça veut dire que nous sommes d'abord ancrés à Kousseri, nous sommes ressortis, nous sommes encore ancrés. Nous, on n'a pas vu vraiment un problème. On ne comprend pas en fait l'enjeu de la visite de ce pont. Mais le ministre Ngongo compte requitter la ville de Kousseri sans rencontrer les populations. Et les populations du Logon et Chari, donc le chef-lieu est Kousseri, vivent la misère également. Il y a des inondations dans des quartiers comme Madagascar. Il y a le terrorisme qui sévit toujours dans cette partie du Cameroun, concrètement à ce que certains peuvent dire sur les plateaux. On a prévu aller à Ila Alifa. Les autorités sécuritaires locales nous ont dit ce n'est pas notre affaire. Si vous partez là-bas, vous risquez péril. Nous allons partir à Fotokol. Fotokol, pour arriver à Fotokol, quittant Kousseri, et à un moment, il faut prendre la pirogue pour arriver à Fotokol. Et à Fotokol, on vous dit avant 16 heures, retournez. Et si à Fotokol, il y a déjà ce problème, imaginez les ocres qui sont au-dessus. Ça veut dire Darak, Langwa et le lac. Imaginez ce qui se passe là-bas. Ça veut dire c'est l'insécurité. Alors, un LGPR, qui est représentant du chef de l'État, estime qu'il peut arriver dans un département comme celui-là et repartir sans avoir eu une discussion avec des élites. C'était quand même mal pensé de la part du protocole. Aristide, est-ce que c'était dans son programme la question? Je ne sais pas si ça doit être dans son programme, mais je crois que c'est une urgence, c'est une obligation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver, par exemple, chez une de vos tantes qui vit le malheur, qui vit la misère, et vous arrivez chez elle dans son village où elle est partie en mariage et vous estimez que vous voulez juste voir comment sa maison a été réhabilitée ou alors comment sa maison s'est cassée et vous n'avez aucune discussion avec elle. Mais c'est quand même insensé. C'est quand même insensé. Et si cela a été fait, c'est parce qu'on était beaucoup plus dans le proving. On était beaucoup plus dans le proving. Ça veut dire que le LGPR voulait démontrer sa capacité à pouvoir fréquenter toutes les régions du Cameroun avec tous les youyou qui vont avec ou avec tous les applaudissements qui vont avec. C'est une pré-campagne électorale. On a envoyé le MINAT en mission avancée, aller d'abord calmer la situation. Malheureusement, je ne sais pas si le MINAT a fait le bon rapport au LGPR pour lui dire que ce n'est pas le bon moment d'arriver. Et il est donc venu, il voulait jouer, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser, il voulait bifurquer. Jouer seulement sur les images qu'on allait tambouriner au niveau des chaînes nationales, des médias gouvernementaux pour dire non, le LGPR c'est un homme relax. Vous l'avez vu à Yagua, vous l'avez vu à Kalfou, vous l'avez vu à Kaile, vous l'avez vu à Gidigis, vous l'avez vu à Kousseri. Donc on était dans un proving pur et simple. La preuve en est que lorsque le ministre arrive à Maroua Salak, qu'est-ce qu'il fait à Maroua Salak? Il fait d'abord une sorte de revue des groupes. Il n'est pas président de la République. Je ne sais pas si on fait cela aussi au Premier ministre. Ça veut dire qu'il arrive à Maroua Salak, on bloque d'abord tout et puis on fait une revue. Non. Donc je crois que les élites de l'extrême nord ont compris l'enjeu. Ils ont compris d'abord le jeu et ils ont compris l'enjeu et ils se sont dit, si c'est pour cet enjeu qui rentre dans le cadre de la conservation du pouvoir en 2025 par les héritiers, parce que Paul Biya ne veut plus le pouvoir. Là, il faut... Bon, je ne sais même pas s'il pense encore au pouvoir. Ce sont les héritiers qui disent, prends
et puis on va encore utiliser ce pouvoir pendant 7 ans, comme cela a été fait pendant ces 7 ans qui sont en train de s'achever. Donc, j'aimerais vous faire savoir que l'extrême nord, qui était utilisé comme bastion ou réserve électorale pour le RDPC, cet extrême nord-là a une nouvelle élite, une élite jeune qui est en train de se renouveler, qui se sert des réseaux sociaux ou des faveurs des réseaux sociaux et qui est désormais prête, cette élite-là, à renverser les caciques, ça veut dire leurs pères, qui sont obligés de produire le résultat. Ce que ces maires RDPC ont fait hier, c'est sous la pression de ces jeunes élites, de cette jeunesse extrême nordiste qui est en train de se lever. Et ne soyez pas surpris qu'un jour que vous entendiez par exemple que monsieur, c'est lui qui a l'UNDP là, il s'appelle qui Bello Bouba. Que Bello Bouba. Oui, que Bello Bouba a été renversé de la tête de l'UNDP. Il aura la pression. En 2025, Bello Bouba devra expliquer à ces jeunes qui croient en l'UNDP, qui sont à l'UNDP, militants fervents, croyants en l'UNDP, il va falloir que M. Bello Bouba leur dise pourquoi l'UNDP n'a pas le droit d'avoir un candidat à la présidentielle. Donc il y a trop de pression. Il y a une plateforme RDPC UNDP. Non, cette plateforme-là, il faut soutenir le président. non, cette plateforme-là, je vous le dis, cette plateforme aujourd'hui, en l'état, cette plateforme-là, sera en tout cas on poussera M. Bello Bouba à déconstruire cette plateforme parce qu'il va falloir qu'il présente le bilan ou le résultat en dehors de son seul positionnement à la tête au gouvernement. Et il y a dans cette phrase-là qui a fait le tour de la toile, le centre d'incubation de la filière banane-plantain du Cameroun créé par M. Samuel Tony Obam, Bikoué, à Bébé, dans l'arrondissement de Koundé, semble être une organisation taillée sur mesure pour aboutir à des desseins malsains. Depuis sa création, ce centre aurait bénéficié de plusieurs centaines de millions d'appuis et de subventions diverses provenant de structures étatiques, privées et autres organisations non gouvernementales. Pourtant, cette structure n'existe que sur le papier et n'exerce aucune activité visible sur le terrain. C'est peut-être cela qui conduit la conseillère régionale du Sud à dire que c'est de la fémania. Alors, si on s'en tient au propos de Mme Cathy Meba, qui est la nièce du président de la République, qui a découvert cette polémique présentant le chouchou du président comme quelqu'un qui opère plutôt dans la fémania, on peut dire que le président suggère aux jeunes d'emprunter la voie de la fémania. Mais là, non, enfin, ils ont trompé le président. Le journal du Messager dit qu'ils ont menti au président de la République. On ne sait pas. Bon, moi, j'accorde une présomption de vérité à ce que le président a dit. Et j'accorde également une présomption de vérité à ce que Mme Cathy Meba, sa nièce, dit. Donc, on peut juste pour extrapoler, hein, on peut dire que le président nous suggère de suivre la voie de ce jeune, c'est-à-dire la voie de la fémania. Mais pour être un peu sérieux, Monsieur Duval Fangwa, il faut quand même dire que le président de la République est dans un discours de dupe. Dans un discours de dupe, il a toujours tenu ce type de discours qui vise à faire accepter aux enfants des pauvres Camerounais l'inacceptable. Le cas de l'agriculture comme mode de reconversion, en principe, ça ne devrait pas poser problème parce que, comme je l'ai rappelé en semaine, il est difficile pour un État d'absorber toute sa masse de chômeurs. Et il est aussi important de converger vers des domaines qui qui génèrent beaucoup plus de bénéfices. Je l'ai dit, au lieu d'être enseignant vacataire, prof d'histoire dans un lycée de Brousse, CS de Brousse, où on vous paye 36 000 francs, il serait important peut-être de faire ces champs de maïs ou de devenir vigneron. Ça paye un peu plus que cela. Donc, suivant ce principe, on peut dire que le président de la République a donné un bon conseil. Mais à la réalité, on se rend à l'évidence qu'il s'agit d'un discours de dupe. Pourquoi les fils des pauvres diplômés doivent se reconvertir et pas les fils des en haut d'en haut? On aimerait voir le président de la République
donner ce conseil, par exemple, à Brenda ou à Junior. On aimerait voir le ministre Jacques Famoundogo donner ce conseil à son fils Hector, en lui disant, mon fils, laisse la magistrature suprême, laisse l'administration territoriale, laisse l'enseignement supérieur et va faire l'agriculture comme Aristide Mono en Cotin. On aimerait aussi entendre le président dire ça. Pourquoi ce sont les fils des pauvres qui doivent aller faire l'agriculture et non les fils des riches? Je crois que l'État, d'une manière ou d'une autre, est en train de vouloir faire accepter à la jeunesse ce qu'elle ne devrait pas accepter. Si les temps sont durs, ça devrait être dur pour tout le monde. Si les temps sont favorables, ils devraient être favorables pour monsieur tout le monde. Maintenant, pour ce qui est du discours en lui-même, la fois passée, nous nous sommes offusqués du fait que le président de la République utilise le discours de fin d'année, le discours à la nation, qui est une institution, pour insérer ses ambitions politiciennes. Lorsque le président de la République s'adresse à la nation, il s'adresse à cette nation en tant que chef de l'État du Cameroun et non en tant que président du RDPC, futur candidat de ce parti. S'il utilise les institutions républicaines, les espaces républicains pour pouvoir insérer ses agendas politiques, ça devient une récupération, un accaparement des institutions de l'État à des fins purement partisanes ou des fins privées. Lorsque le président de la République s'adresse à la nation, à la jeunesse, il s'adresse en tant que président de tous les jeunes et non président des jeunes du RDPC ou président qui n'aiment pas les jeunes de l'opposition. On avait posé ce problème. Ouais. Deuxième élément, rapidement, Duval, c'est que le 31 décembre 2024, il y a une tendance du RDPC qui nous fait savoir que le président de la République n'a pas annoncé sa candidature et qu'il n'aimerait pas être président. Mais à écouter le ministre Ngongo, l'autre jour au Palais des Sports, il nous confirme que le président de la République sera candidat et que les jeunes ont pris l'engagement de payer sa caution. Ce n'est pas lui qui confirme, c'est le président de l'OG national de l'OG. Je dis, monsieur, j'ai écouté, c'est l'une des rares fois, c'était l'une des rares fois que je suivais un apparatique du RDPC, parce qu'à un moment donné, ça donne un peu... Non, je dis bien, le ministre Ngongo a dit aux jeunes que Paul Biya est leur candidat en 2025 et que les jeunes ont pris l'engagement de payer sa caution. Alors ça pose un problème entre le discours de M. Grégoire Owona, le discours de M. René Sadi qui estime que le président ne s'est pas encore prononcé, et le discours de Manaou Damalachi et le discours de Ngongo qui disent que le président de la République est candidat. Ça pose problème. Finalement, qui a la vérité? Qui dit la vérité entre les différentes tendances? Ce qui trahit donc en fait aujourd'hui cette dissension assez flagrante entre les fils et les héritiers du renouveau. Est-ce pour cela que le ministre Ngongo a donc décidé de lancer rapidement l'offensive et de prendre le dessus sur ceux qui pensent que Paul Biya doit encore attendre? C'est une interrogation à prendre au sérieux. Alors,